Bonjour. Alors après avoir vu les lois fondamentales de l'électromagnétisme classique, que sont donc les quatre équations de Maxwell et la force de Lorentz, eh bien nous allons entre guillemets nous faire plaisir, on va voir les conséquences immédiates de ces lois. Alors pour ça, on va avoir besoin des propriétés des opérateurs locaux qui sont notamment utilisés dans les équations de Maxwell. Donc si vous vous souvenez plus trop, je vous invite à revoir l'annexe sur ces opérateurs avant de continuer à regarder. Alors, dans les lois fondamentales que je viens de rappeler, il n'y a pas la conservation de la charge. Alors pourquoi? Alors que ça a l'air d'être une loi absolument fondamentale. Eh bien, c'est parce que nous allons déjà montrer qu'en fait, elle est intégrée dans les équations de Maxwell. Alors, montrons-le. Si on part de l'équation de Maxwell-Ampère, donc elle nous donne le rotationnel du champ magnétique B qui est égal à mu0 fois la densité de courant plus mu0 epsilon 0 fois la variation temporelle du champ électrique. Donc ici, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est, vu qu'on a un rotationnel, eh bien on va prendre la divergence de cette équation. Donc pour que l'équation reste valable, je prends la divergence à gauche et la divergence à droite. Donc quand je prends la divergence du rotationnel, eh bien c'est une des propriétés. Quel que soit le champ vectoriel qui est dans le rotationnel, eh bien la divergence du rotationnel est toujours strictement nulle, partout, tout le temps. Donc le terme de gauche, ça vaut 0. Ensuite, j'utilise le fait que la divergence, c'est un opérateur qui est linéaire, donc je peux le distribuer. Je sors les constantes et on arrive à mu0 fois divergence de J plus mu0 epsilon 0 fois la divergence de la dérivée temporelle du champ électrique. Alors ensuite, pour continuer à avancer, il faut se rappeler que la divergence, ça contient des opérations sur les variables spatiales, donc x, y, z par exemple. Et ici, on a une opération sur le temps, la dérivée temporelle. Or, en physique classique, le temps est absolument indépendant de l'espace. Donc ça veut dire que si on regarde la variation d'un champ en fonction d'une donnée de l'espace, d'une variable de l'espace par exemple x, et la variation de ce champ par rapport au temps, eh bien ces deux variations vont être indépendantes. Autrement dit, par exemple, si vous devez aller acheter un bout de viande et aller acheter du pain, eh bien ça va revenir strictement au même d'aller d'abord acheter la viande et ensuite le pain, ou d'aller d'abord acheter le pain et ensuite la viande. Parce que ces deux actions sont indépendantes l'une de l'autre. Donc ici, on a deux opérations sur le champ électrique, mais vu que ces deux opérations sont indépendantes, eh bien, on peut les intervertir. On obtient donc mu0 fois la divergence de J plus mu0 epsilon 0 fois la dérivée temporelle de la divergence de E. Et tout ça doit être nul. Or, la divergence de E avec Maxwell-Gauss, eh bien, c'est la densité de charge, densité volumique de charge sur epsilon 0 au point considéré. Donc finalement, on se retrouve avec mu0. Alors, pardon, le mu0, j'aurais pu le faire avant, on peut le simplifier, le mettre en factoriel simplifié. Et donc, on se retrouve avec divergence de J plus epsilon 0 fois la dérivée temporelle de ρ sur epsilon 0 est égale à 0, c'est-à-dire divergence de J plus la variation temporelle de la densité volumique de charge est égale à 0. Et vous retrouvez ici la formulation locale de la conservation de la charge. Donc je répète, la conservation de la charge est déjà contenue dans l'ensemble des équations de Maxwell. Ici, on a utilisé donc Maxwell-Ampère et Maxwell-Gauss. Alors, prochaine conséquence directe des équations de Maxwell, c'est l'introduction, la définition de potentiel. Alors, on va réutiliser la méthode qu'on avait utilisée dans le chapitre précédent sur les lois locales en statique, et on va évidemment l'adapter avec les nouvelles équations. Alors, commençons par introduire un champ qui s'appelle le potentiel vecteur. Alors, en effet, je ne vais pas commencer par le potentiel scalaire habituel V, parce que, en fait, le potentiel V, on l'avait introduit dans le précédent chapitre, à partir de l'équation locale rotationnelle de E est égale à 0.
Et on avait utilisé le fait que le rotationnel d'un gradient était toujours nul, donc on pouvait poser que E était égal à moins gradient de V. Or ici ce n'est plus le cas, parce que à cause de Maxwell-Faraday, rotationnel de E, c'est égal à l'opposé de la variation temporelle du champ magnétique. Donc on ne va plus pouvoir écrire que le champ électrique, c'est l'opposé du gradient du potentiel scalaire. Donc, c'est pas grave, on va s'en sortir, mais on va commencer malgré tout par l'équation de Maxwell la plus simple qui va donner un potentiel. C'est l'équation locale sur le flux du champ magnétique. Donc ça, on l'a déjà dit, qu'on soit en statique ou pas en statique, eh bien, le champ magnétique a cette propriété absolument fondamentale qui est que son flux à travers n'importe quelle surface fermée est toujours nul. Donc ça, localement, ça se traduit par divergence du champ magnétique est toujours égale à 0. Or, on l'a déjà utilisé dans la diapo d'avant, on sait que la divergence du rotationnel de n'importe quel champ de vecteur est nulle. Donc, eh bien, on va pouvoir poser que le champ magnétique B est le rotationnel d'un champ de vecteur. Et c'est ainsi qu'on va définir le potentiel vecteur A, qui est justement ce champ de vecteur dont découle, enfin, en tout cas qui est lié au champ magnétique. Donc le champ magnétique est le rotationnel d'un champ, et ce champ, je l'appelle potentiel vecteur. Voilà pour la définition. B est égal à rotationnel de A, où A, du coup, c'est le potentiel vecteur du champ électromagnétique. Alors pourquoi je dis électromagnétique et non pas magnétique, alors qu'on a l'impression qu'il n'y a que B qui est lié à A? Eh bien, c'est parce qu'on va voir juste après que E est également lié à A. Donc, vu que E et B sont juste deux composantes d'une même entité physique qui est le champ électromagnétique, eh bien ici, le potentiel vecteur, c'est le potentiel vecteur du champ électromagnétique. Dans un régime quelconque, on ne peut plus séparer la partie électrique de la partie magnétique. Alors donc justement, maintenant, voyons comment introduire le potentiel scalaire. Eh bien, malgré tout, on va pouvoir réutiliser Maxwell-Faraday, même si rotationnel de E n'est plus nul. Donc rotationnel de E, c'est moins la dérivée temporelle de B. Et du coup, on vient de montrer que le champ magnétique était lié au potentiel vecteur A par le rotationnel. Ensuite, comme on l'a fait pour la conservation de la charge, ici, on a du coup deux opérations indépendantes. Donc je peux les intervertir. On obtient moins rotationnel de la dérivée temporelle du potentiel vecteur A. Ensuite, je vais faire passer le terme de droite à gauche. On en déduit rotationnel de E plus rotationnel de la dérivée temporelle de A est égal à 0. Et puis, vu que j'ai le rotationnel de quelque chose plus le rotationnel d'autre chose, eh bien, je peux utiliser la linéarité en sens inverse et dire que c'est rotationnel de E plus la variation temporelle de A. Et ça, du coup, c'est égal à 0. Et donc, on va pouvoir réutiliser le même raisonnement que dans le chapitre précédent. On a le rotationnel de quelque chose qui est égal à 0, partout, tout le temps. Or, on sait que mathématiquement, le rotationnel d'un gradient est toujours nul. Donc, ça veut dire que ma parenthèse, eh bien, c'est le gradient d'un champ scalaire. Eh bien, ce champ scalaire, je vais l'appeler moins V. Je vais écrire que E plus dA sur dt, eh bien, c'est l'opposé du gradient de V. Alors pourquoi j'utilise le signe moins? Eh bien, c'est en fait pour pouvoir ensuite retrouver, lorsqu'on est en statique, le fameux E égale moins gradient de V. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est la relation entre le champ électrique et les potentiels. Donc, on fait passer ça de l'autre côté. Et on obtient donc le champ électrique en fonction du couple de potentiels. E est égal à moins gradient du potentiel scalaire V. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le potentiel scalaire. Moins la dérivée temporelle du potentiel vecteur A. Voilà donc ce qui nous permet de définir A et V à partir de B et E. Bon, ça c'est la définition, mais après, en pratique, eh bien, il y aura des problèmes dans lesquels on commencera par déterminer V et A, et ainsi on utilisera ces deux relations pour en déduire B et E.
comme on avait déjà vu dans un des tout premiers chapitres, souvent il est plus simple de déterminer le potentiel pour ensuite en déduire le champ. Alors, il y a une autre simplification qui va être très intéressante. Alors pour l'instant, je prends une espèce de déviation pour expliquer. On a déjà rencontré, notamment en première année, des grandeurs qui étaient définies à une constante près. C'est-à-dire que, en fait, cette grandeur pouvait avoir n'importe quelle constante, et bien ensuite, physiquement, on avait le même résultat dans une expérience. Alors, par exemple, on prend l'énergie potentielle de pesanteur. EP égale mgz. En fait, ce EP égale mgz, on aurait aussi pu prendre mgz plus 10 ou mgz plus 353. Ce plus constante, en fait, il n'a aucune importance parce que, en fait, l'énergie potentielle en elle-même, non, on va dire, n'a pas de conséquences physiques en valeur absolue. Ce qui va compter, c'est la variation de l'énergie potentielle, parce qu'on a vu en première année que la variation de l'énergie potentielle était directement liée du coup, à la variation de la vitesse de l'objet lors d'un déplacement. Et donc, comme on le voit ici, eh bien, si vous rajoutez une constante dans la fonction primitive, eh bien, de toute façon, quand vous faites l'intégrale, eh bien, cette constante, on la retrouve les deux fois, donc ça va se simplifier. Donc par exemple, ici on a le travail d'une force, et du coup le travail d'une force eh bien, va être en fonction d'une énergie potentielle qui va être définie à une constante près. Par exemple. Eh bien, ce principe-là, d'avoir une espèce de latitude, d'un choix de constante qui nous arrange, donc l'année dernière on prenait toujours la constante nulle, eh bien, on va le retrouver ici pour les potentiels. Alors c'est un petit peu plus complexe, mais l'idée reste exactement la même. C'est est-ce qu'on peut choisir quelque chose dans les expressions des potentiels qui ne ferait absolument pas changer le problème physique. Alors, par exemple, on ne va pas le démontrer, on va directement le voir que c'est vrai. Donc par exemple, prenons un potentiel vecteur A' qui est égal à un autre potentiel vecteur A à un gradient près. Donc ici, on a une fonction f qui est absolument quelconque, donc c'est un champ scalaire qui est absolument quelconque, qui peut varier dans l'espace et dans le temps. Et donc, on rajoute le gradient de ce champ scalaire quelconque à un potentiel vecteur A. Ça nous donne donc un nouveau champ, donc un nouveau potentiel vecteur A'. Eh bien, on va montrer que ce potentiel vecteur A' va donner la même situation physique que le potentiel vecteur A. Alors, en effet, ce qu'on va être capable d'observer, c'est l'action du champ électromagnétique, par exemple, sur des particules chargées, via la force de Lorentz. Donc ça, c'est quelque chose qui est observable. Donc, quand on dit expérience physique, ça veut dire que, par exemple, la force que va subir une particule chargée dans le problème va être la même que ce soit avec le potentiel vecteur A ou avec le potentiel vecteur A'. Pour que cette force soit la même, il faut que le champ magnétique soit le même. Donc, regardons quel est le champ magnétique associé au potentiel vecteur A et le champ magnétique associé au potentiel vecteur A'. Donc, on sait que la relation entre le champ magnétique et le potentiel vecteur, c'est B est égal à rotationnel de A. Donc ici, cherchons le champ magnétique B qui est issu de A', enfin qui est lié à A'. Donc on a B' qui est égal à rotationnel de A'. Or, A' c'est A plus gradient de F. Donc ça fait rotationnel de A plus rotationnel de gradient de F. Or, le rotationnel d'un gradient est toujours nul, quel que soit F. Donc finalement, B' va être égal à rotationnel de A. Or, rotationnel de A, eh bien, c'est B. Donc finalement, A' et A donnent le même champ magnétique, donc le même résultat physique. Donc ça veut dire qu'on peut en fait choisir le potentiel vecteur à un gradient d'un champ scalaire absolument quelconque. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir choisir un champ scalaire
de manière assez intelligente pour que ensuite dans la résolution d'un problème, eh bien, on ait quelque chose qui soit le plus simple possible. Donc c'est un petit peu comme quand l'année dernière en mécanique, on choisissait le bon repère pour que l'expression du principe fondamental de la dynamique soit la plus simple possible. Et bien là, ça sera pareil. Dans un problème d'électromagnétisme, eh bien, on prendra à chaque fois le couple de potentiels qui sera le plus simple pour résoudre les problèmes. Alors ça, ce choix du couple de potentiels électromagnétiques le plus simple, c'est ce qu'on appelle faire un choix de jauge. Alors le mot n'est pas très, très clair, bon, ça a son origine dans l'histoire de la physique. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est quand on choisit une jauge, c'est en fait on choisit le couple qui va nous permettre d'exprimer le problème de la manière la plus simple. Un exemple de jauge, c'est ce qu'on appelle la jauge de Coulomb, c'est-à-dire on va choisir le couple VA, alors pardon, il n'y a pas de flèche sur le V évidemment, on va choisir le couple VA tel que eh bien, la divergence de A soit tout le temps et partout égale à 0. Et puis on va voir tout à l'heure, dans une autre vidéo, un autre exemple de jauge. Voilà donc pour ces deux conséquences immédiates. Il reste à voir maintenant une conséquence absolument fondamentale, qui est qu'à partir des équations de Maxwell, on est capable de trouver les équations de propagation des champs.